À l'époque romaine, l'usage d'objets en verre est devenu courant. Les vases étaient soufflés dans des ateliers dispersés dans l'ensemble de l'Empire à partir de verre brut provenant du Proche-Orient. D'où provenait-il exactement et comment était-il produit? Celle-là, là. Ouais, mais ça fait... L'archéologue Marie-Dominique Néna, spécialiste du verre antique, a cherché à savoir si des ateliers primaires de verriers avaient existé en Égypte. En fait, les traces de dépitage. Un jour, un navire de marchands chargé de natron, une soude minérale, aborda sur un rivage de Phénicie, à l'embouchure de la rivière Bélus. Le soir venu, les marchands commencèrent à préparer leur repas. Ne trouvant pas de pierres pour rehausser leur marmite, ils les remplacèrent par des mottes de natron tirées de la cargaison. Quand celles-ci se furent embrasées, mêlées au sable du rivage, des ruisseaux translucides d'un liquide inconnu se mirent à couler. Le verre était né. Cette histoire, contée au 1er siècle de notre ère par l'historien romain Pline l'Ancien, n'est pourtant qu'une légende, car ni les températures atteintes, ni la durée de l'opération n'auraient permis la fusion du natron et du sable nécessaires à l'élaboration du verre. Comment fabriquait-on alors les objets en verre? À partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, une nouvelle technique s'est diffusée dans la majorité des villes de l'Empire romain, la technique du verre soufflé. Grâce à elle, le verre est passé du statut d'objet de luxe à celui d'objet d'usage quotidien. L'augmentation de la production a nécessité un volume de verre brut beaucoup plus important. Où se trouvaient les ateliers primaires produisant cette matière brute? On en a découvert récemment en Israël. Marie-Dominique Néna s'est interrogée sur le rôle de l'Égypte dans cette industrie. Le sable était le principal composant du verre à l'époque gréco-romaine. Lors de la fusion, il était associé à du natron. La légende de Pline l'Ancien le suggérait, les analyses chimiques l'ont confirmé. Le sable apportait à la fois l'agent vitrifiant, la silice, et l'agent stabilisant, le calcium. Le natron, l'agent fondant, permettait d'abaisser la température de fusion de la silice de 1700 à 1200 degrés. On trouve du natron en Égypte. Il provient des nitrières situées dans le Wadi Natroun, le delta occidental et oriental, et en Haute-Égypte, à El Kab. Comment localiser les ateliers primaires de production de verre brut? Marie-Dominique Néna décide de suivre la piste du natron et de réunir dans un premier temps la documentation écrite. Une précieuse source d'informations se trouve dans les récits de voyageurs, depuis Strabon, à la fin du 1er siècle avant notre ère, jusqu'aux voyageurs du 19e siècle, sans oublier la description de l'Égypte, publiée sous les ordres de Bonaparte. On ne trouve dans la vallée des lacs de Natron aucun reste d'anciens monuments. Nous n'avons vu, au-delà du 4e lac, que l'emplacement d'une verrerie que nous avons reconnue à ses débris de fourneaux en briques. Il y a des fragments de scories et de verre dans différents états. Le local où elle était située fournissait abondamment les deux matières propres à la fabrication du verre, le sable quartzeux et la soude. Le général André Aussi, auteur d'un mémoire sur le Wadi Natroun, raconte comment les ouvriers pénètrent dans les lacs et vont arracher, avec de grandes piques, des blocs de natron pour les tirer vers la rive et les charger dans des paniers sur des ânes ou des chameaux.
On a ainsi, sur une des planches de la description de l'Égypte, une petite caravane qui chemine vers le delta, vers la cité de Kom Abou Bilo, l'antique Térénoutis. C'était là que se trouvait dès l'Antiquité le contrôleur du monopole du natron. Les prospections sur le terrain peuvent maintenant commencer. Elles vont se concentrer sur la région autour d'Alexandrie et dans le Wadi Natroun. Le premier site prospecté est à Posiris Magna, sur les bords du lac Mariout. C'était la douane occidentale de l'Alexandrie antique, connue par son temple d'Osiris et par un monument funéraire, réplique du phare d'Alexandrie. Son port lacustre était encore utilisé au 7e siècle après Jésus-Christ. Les fondations des magasins du port laissent apparaître des briques en réemploi recouvertes de verre. Les fours devaient être implantés sur les 2 môles du port, mais aucune structure architecturale n'est conservée en place. Maréa, au sud-ouest d'Alexandrie. Un des rares exemples de ville portuaire en bordure du lac Mariout encore intacte. Des vestiges de production y ont été recensés, mais là encore, pas de structure d'atelier en place. Barnoudji, au sud de Damanhour, était bien connu pour la qualité de son natron, issu des lacs situés au sud de la cité antique. Elle s'appelait alors Nitrie, une dérivation du nom même du natron en grec. Mais sur le site, plus aucune trace des fours. Après les sites du littoral, les prospections sont effectuées dans le Wadi Natroun. Sur les bords des lacs, qui s'étendent sur une 50aine de kilomètres, 3 sites d'ateliers primaires seront repérés: Zakik, Birouker et Beni Salama. Zakik, au nord-ouest du Wadi Natroun, correspond à l'ancienne verrerie mentionnée et cartographiée par le général Andréossi. D'autres voyageurs, comme l'égyptologue anglais Gardner Wilkinson, l'ont aussi visité et ont constaté qu'un village exploitant du natron s'était installé au début du XIXe siècle sur le site antique. Birouker est situé au sud du village actuel de Wadi Natroun. Il a été en partie détruit par l'exploitation moderne du sable, mais des vestiges de surface indiquent une occupation entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. À Beni Salama, entrée orientale du Wadi Natroun, 2 collines témoignent de l'activité verrière. Sur le plateau au sud, les restes d'une porte en granit d'un temple, ainsi que le matériel céramique, indiquent que le site a été occupé dès le Moyen Empire, et ce, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Sur tous les sites du Wadi Natroun, des déchets sont visibles en surface. Des fragments de blocs de couleur bleu-vert très impurs, des blocs de verre brut de bonne qualité, et des fragments de briques vitrifiées et de cendres solidifiées. Mais comment localiser les fours sur ces très vastes sites? C'est ici qu'intervient la prospection géophysique. Elle repose sur un principe simple. La Terre est caractérisée par un champ magnétique qui peut être perturbé par des matériaux du sous-sol. Or, lors de chauffes répétées,
la cuisson des argiles transforme certains oxydes de fer en minéraux hautement magnétiques. La prospection géophysique utilise donc des appareils capables de détecter des variations locales du champ magnétique. Le géophysicien parcourt le site et va recevoir un certain nombre de signaux qui seront visibles sur une carte. Les appareils peuvent déceler des anomalies situées jusqu'à 1 mètre de profondeur, parfois plus. Les recherches menées à Zakik vont s'avérer négatives. L'occupation du XIXe siècle a en effet perturbé les couches de surface. À Birouker, on voit se dessiner très nettement des formes en U, semblables à de grandes agrafes de 8 mètres de long, avec 2 retours. Sur les collines de Beni Salama, des anomalies semblables apparaissent. Une agrafe est, à une trentaine de mètres, une grande forme rectangulaire. C'est à ces emplacements que 2 secteurs de fouilles vont être ouverts, le secteur 1 à l'est et le secteur 2 à l'ouest. À l'automne 2003, une première mission explore l'emplacement de la grande forme rectangulaire. La fouille se révélera plus difficile que prévu. En effet, une couche de sel et de sable pétrifié, extrêmement dure, doit d'abord être cassée au marteau et au burin. Dans le secteur 1, on dégage à partir de 2005 le bassin du four occidental et on met au jour une couche d'effondrement de briques. Plus de 600 briques se révéleront appartenir à la voûte du four. L'étude de ce secteur va continuer par toute une série de sondages et de fouilles en extension. Les sondages à l'ouest et au sud vont permettre de comprendre l'environnement immédiat du four et de disposer d'informations sur le mode de construction des murs. Au nord, 3 états successifs de la chambre de chauffe seront mis au jour. Dans le secteur 2, les couches de surface seront moins difficiles à fouiller. Bientôt, les archéologues vont voir apparaître l'ensemble du plan du four, le sol en argile bleutée et des fragments de verre brut concassés. Au sud, un sondage profond permet de constater que le four était presque totalement enterré. En 2007, l'ensemble du bassin est dégagé. Il présente des dimensions impressionnantes. L'année suivante, on procède à un autre sondage à l'intérieur du bassin, mais la dureté de l'argile cuite rend le travail très difficile. Les archéologues vont découvrir que ce bassin de fusion repose sur au moins un four plus ancien et que le sol présente lui aussi des traces de débitage de la dalle de verre. Nous sommes devant le secteur 1 que nous avons commencé à explorer en 2003 pour tenter de comprendre la grande forme rectangulaire qui apparaissait dans l'image de la prospection géophysique. Cette grande forme rectangulaire doit être en fait interprétée comme 2 fours accolés dont les murs opposés ont été démantelés pour pouvoir atteindre dans les 2 cas la dalle de verre. Ces 2 fours ont pu fonctionner ensemble puisque leurs murs ne se recouvrent pas. Le four est construit, ils utilisent une première fois, ils cassent, ils récupèrent la dalle, ils resurélèvent en fait le four, ils refont
un sol et ils réutilisent le four. La découverte est exceptionnelle. Il s'agit des plus anciens fours à bassin de fusion mis au jour jusqu'à aujourd'hui. Mais reste à les dater le plus précisément possible. L'ensemble du mobilier, céramique, amphores, vanneries et petits objets, doit être étudié. Alors la céramique de Ménis-Salama est une céramique qui est certes domestique dans sa conception de la chose, avec une sorte de batterie de cuisine assez bien achalandée, même s'il y a principalement des conteneurs, des amphores, malheureusement assez souvent fragmentaires, sauf quelques-unes. Par exemple, pour ce pot qui est complet, je fais une vue générale de l'objet, une coupe à travers l'objet et ensuite, sur mon dessin, je fais une vue de face. Une fois que toutes les mesures sont prises, je donne un certain nombre d'informations à la céramologue sur en fait, la chaîne opératoire. Alors ce qui est intéressant pour le site de Ménis-Salama, c'est que vous avez le mobilier de la fouille effectivement qui est romain, donc 1er et 2e siècle, mais qu'il y a quelques poches qui sont beaucoup plus anciennes, qui datent de l'époque hellénistique, donc de la fin du 2e siècle avant. On peut maintenant restituer en plan les différents espaces d'un four, la chambre de chauffe et le bassin de fusion de très grande dimension. Une fois la fusion terminée, la voûte du four était démontée ainsi qu'un des murs. On cassait la dalle et on transportait les blocs obtenus vers des ateliers secondaires où ils étaient refondus et soufflés. Si l'on essaie de réfléchir au poids de verre qui pouvait être façonné dans un tel bassin, on se livre donc à un petit calcul qui est de mesurer la longueur, 7 mètres, la largeur, 2 mètres, l'épaisseur possible de la dalle, 45 cm, que nous indiquent des blocs qui ont été trouvés dans des épaves, et la densité du verre, 2,5. Cette multiplication nous conduit à un chiffre entre 15 et 20 tonnes. Donc une masse énorme de verre produite en une seule cuisson. Quel était le combustible? L'acacia, le tamarin et le palmier semblent de bons candidats, mais les roseaux et ajoncs avaient certainement une place très importante. C'était un combustible facile à trouver et renouvelable. L'énorme masse de verre était produite par chauffage horizontal. La chaleur passait sous la voûte, au-dessus du mélange vitrifiable, et provoquait la fusion du sable et de la soude par rayonnement et par réverbération. Le temps de cuisson devait être très important, de même que la température qui devait atteindre pour la fusion entre sable et soude les 1200 degrés. Ce temps de cuisson, nous en avons une idée à partir des ateliers contemporains indiens à Jalezar, entre Delhi et Agra, qui ont été étudiés et pour lesquels on a montré qu'il était de 30 jours, 24 heures sur 24. Il faut imaginer une durée équivalente pour ces fours du Wadi Natroun et imaginer aussi qu'il fallait apporter des quantités de combustible énormes pour pouvoir procéder à cette fusion du verre. Les rares fragments de verre brut abandonnés sur les sites après le débitage des dalles montrent que 3 types de verre y étaient produits. Un verre de couleur bleu-vert, un verre incolore décoloré au manganèse et un verre incolore décoloré à l'antimoine. Les dimensions des fours découverts dans l'oasis du Wadi Natroun ne cessent d'étonner. Elles impliquent une maîtrise technique qui n'avait pas été identifiée jusqu'alors à une époque aussi ancienne. Les fours à réverbères sont en effet connus dans l'Antiquité, mais ils sont toujours de petite taille.
La comparaison du poids de la dalle avec celui des objets finis fait mesurer combien on est passé avec ces fours à une production industrielle. Une dalle de 20 tonnes aurait en effet pu permettre de produire près de 80 000 bouteilles, ou bien 1 500 000 petits flacons, ou encore 275 000 bols. Les fragments de verre brut trouvés sur les fouilles et les ateliers mis au jour au Wadi Natroun témoignent de la grande maîtrise des artisans du début de notre ère. Ces découvertes éclairent d'un jour nouveau l'histoire verrière de l'Égypte, mais elles n'en sont encore qu'un jalon.